Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au programme de Canal Algérie. Merci d'avoir choisi notre chaîne. On est ravis de vous retrouver avec l'ensemble de l'équipe de l'émission Ciné Thématique qui vous souhaite la bienvenue. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur la page officielle Facebook de Canal Algérie, merci de nous laisser un commentaire, des propositions. Réagissez avec nous. Nous y sommes en direct. Maurice Audin, Henri Maillot, Fernand Yveton, Maurice Laban, Jean Farougia, Georges Campora, Jacqueline Guerouge, ou bien Georges Raffini, André Martinez, Roland Siméon et bien d'autres Algériens d'origine européenne ou étrangère qui ont choisi d'être aux côtés des opprimés pour lutter contre le colonialisme. Ils ont été arrêtés, emprisonnés, torturés, assassinés, guillotinés, comme bien sûr nos moudjahidines. Ce sont des martyrs. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire qu'ils ont aidé l'Algérie ou se sont juste contentés de participer. Non, non, pas du tout. Ils ont donné tout ce qu'ils ont de plus cher pour l'Algérie, leur vie. Voilà, ce soir, nous leur rendons hommage. Bien sûr, nous allons raconter, évoquer leur histoire, leur parcours à notre jeunesse pour s'imprégner justement de ce joli parcours au service de la liberté, de l'anticolonialisme et bien sûr du droit humanitaire. Ils ont rejoint le front pour libérer l'Algérie. C'est le titre de ce documentaire que nous vous proposons ce soir dans Ciné Thématique. Il est signé Jean Hasselmeyer. C'est un réalisateur français, ami de l'Algérie. Vous allez voir, c'est un travail émouvant. Bien sûr, qui retrace le parcours de ces héroïnes et de ces héros qui ont libéré l'Algérie. Je parle avec beaucoup d'émotion car vous allez découvrir dans ce documentaire beaucoup de sensibilité, d'amour, de fraternité, une belle leçon d'humanité. Je vous laisse avec Nabil Tribech, notre réalisateur, qui va nous envoyer un extrait tout de suite. C'est un avant-goût de votre soirée, puis on vous réserve une belle surprise en fin de soirée, c'est un bonus. On regarde et on revient juste après. Elle a épousé un architecte, Lagda. Oui. Hein? Un architecte suisse qui est très connu d'ailleurs. Hein, Vous avez reçu une éducation chrétienne, je crois. Une éducation chrétienne. Bien que votre oui, papa, ma mère était très... Bien que votre papa... Ah, lui, il était complètement athée. Libre penseur. Ah, libre penseur, Voilà. mais ma mère était très, très catholique. Ouais. Elle a reçu une éducation chrétienne et très tôt, elle s'est engagée, vers l'âge de 20 ans ou très peu après, dans les rangs du FLN. Oui. Elle a été une des jeunes filles de la Casbah. Alors, si vous arrivez à lui faire raconter, à dire ce qu'elle a fait dans la Casbah, vous serez très fort parce que, en général, elle ne veut pas le dire. Non. Par contre, elle vous parlera de ses prisons quand même. Ah, ça, oui. Parce qu'elle en a fait 6 prisons. J'en ai fait 6. Dont celle de Barberousse, Oui, la première, c'est Barberousse. où a été exécuté Fernand Yveton, où elle a assisté à la vue de sa lucarne. Beaucoup. On est morts à Barberousse. Elle a été emprisonnée à Petite Roquette, Oui, à Paris. la Elle a été Petite emprisonnée à Roquette, Rennes. oui. À Rennes, et puis à Pau à la fin. 6 prisons. Elle avait été arrêtée en 1956 Ou 156. à la Casbah. Cette femme n'est pas une mère, a dit monsieur le procureur. Cette femme n'est pas une mère, ont répété les cervelles dociles. Vous avez le jugement prompt. Soyez bénis par les cervelles dociles. Vous avez le goût de la justice prompte. Soyez loués par les cervelles dociles. Sachez, monsieur le procureur, que rien n'est aussi simple. Cette femme était mère. Et par le don de la vie, 2 fois renouvelée, elle a pris sa place dans l'humanité. Et ce n'est pas simple, monsieur le procureur, de vouloir s'y caser. Avez-vous ici, avez-vous entendu les cris silencieux de la misère? Avez-vous vu les yeux des enfants de la misère? Avez-vous touché les corps des enfants de la misère? Et après avoir touché les corps des enfants de votre chair, avez-vous pu dormir, monsieur le procureur? Cette femme était trop mère, monsieur le procureur. Quel propos! Et vous allez devoir rester avec nous sur Canal Algérie pour découvrir l'intégralité de ce travail remarquable, exceptionnel et utile pour les générations
actuelle et à venir pour justement connaître la vraie histoire de la lutte anticolonialiste en Algérie, notamment avec ces êtres magnifiques, Anis Tener, comme un ange qui est venu du ciel pour illuminer la noirceur qui pesait ou qui tombait sur notre Algérie durant le colonialisme. Félix Colosi, on va le découvrir, l'éternel visage souriant, un humaniste et puis qui dégage beaucoup d'amour et de sensibilité. Et puis Pierre Chollet, le professeur en médecine, qui est un parfait engagé pour les luttes auprès des opprimés. Il s'est engagé au FLN et à l'ALN, et bien d'autres militants de gauche. Ce sont des communistes, mais pas que, puisqu'il y a eu toutes les fractions en Algérie anticolonialistes qui se sont unies pour libérer l'Algérie. La guerre de libération nationale n'a jamais été une guerre communautaire. Voilà, j'insiste pour le dire, c'était une guerre contre le colonialisme. Ce soir, celui qui va m'accompagner, ou plutôt avant de présenter mon invité, je parlais tout à l'heure d'une très belle surprise ce soir qui est réservée par notre staff de l'émission Ciné-Thématique, c'est que vous allez pouvoir voir, après le documentaire de Jean Hasselmeyer, un autre documentaire très captivant et poignant qui a été fait par notre ami Ali Fatah Ayadi, qui est en France, qui nous manque beaucoup. Il a travaillé beaucoup sur l'histoire et c'est dans le même sillage de cet hommage rendu à ces étrangers qui ont soutenu le peuple algérien. Son travail s'intitule « C'est juste qu'ils ont choisi l'Algérie ». Voilà. Et vous allez voir dans ce film les avocats du FLN et beaucoup de personnalités, des témoignages bien sûr, de Henri Alleg et d'autres militants de la cause nationale. Et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir avec moi un invité. C'est un cinéphile, c'est quelqu'un qui est passionné de cinéma et d'histoire. On s'est rencontrés plusieurs fois au sein du festival du film engagé avec notre, bien sûr, icône Zahra Yahi, Ahmed Bdjaoui, bien sûr, monsieur Chertouk Merzek, bienvenue à vous. Ce soir, si j'ai choisi de vous inviter sur Canal Algérie, parce que je sais tout simplement que ça fait pratiquement depuis 2003, ça dépasse la décennie, que vous rendez hommage justement à ces personnalités parfois méconnues en Algérie ou parfois oubliées. Je parle justement de Maurice Laban, de Maillot, Henri Maillot, de Maurice Audin aussi, de la sœur à Henri Maillot, pardon, et toutes ces femmes et tous ces hommes que vous connaissez si bien. Peut-être ma première question ce soir, cette année, est-ce que vous avez fait justement un hommage ou c'est la pandémie qui a un petit peu tout gâché cette année pour tout le monde? Malheureusement, il y a eu un coup de frein. J'espère que ce n'est pas un coup d'arrêt. Oui. On devrait commémorer l'anniversaire de la mort de Yves Tan en mars. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. Oui. Bon, il y a eu des exceptions comme ça. Oui. Mais ceci n'empêche pas que des écrits, de la production soient faits. En hommage à ces gens-là. C'est clair. Il ne suffit pas de se recueillir autour d'une tombe pour se rappeler ces gens. La transmission ne s'arrête pas. Bien sûr. Et c'est ça qui est très très important. Quand on parle justement de ces Algériens d'origine européenne, parfois il y a un amalgame qui se pose. Parfois on se trompe, on manque de tact et on utilise parfois la terminologie, parfois même dans la famille du journalisme ou dans le milieu des médias, on utilise ce mot, ce sont des étrangers, ce sont des Européens qui ont participé ou aidé la révolution algérienne. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme commentaire sur cette appellation, cette définition de cette catégorie-là de personnes? Heureusement que vous nous interpellez sur ce sujet-là, parce que force est de constater que depuis 1962, on se réfère à ces gens-là comme étant des amis de la révolution algérienne, jusqu'à présent. Oui. Et ça, ce qui est déplorable, c'est des organismes officiels qui le font. C'est même pas le citoyen lambda. Là, à la limite, on peut dire qu'ils ne sont pas au courant de... Mais jusqu'à arriver à débaptiser, par exemple, une rue d'Yves Tan à Oran, par mes connaissances, je trouve que c'est déplorable.
Oui. Et voilà. Et chaque fois, je les rappelle à l'ordre. Par exemple, une fois, un officiel, sur la tombe d'Yves Thand, on lui a donné la parole. Il dit Yves Thand est mort pour sa deuxième patrie. On l'a rappelé à l'ordre. Alors, il avait une seule patrie. Une seule patrie. Il se considérait algérien. Oui. Et la preuve, avant d'être exécuté, il a déclaré au greffe, avant l'exécution, une belle déclaration d'amour pour l'Algérie, où il disait « Que vaut la vie d'un homme, surtout la mienne Ce qui est important, surtout la mienne, ce qui est important, c'est l'Algérie. Et l'Algérie sera libre demain. » Voilà. Ce qui est important, c'est l'avenir de ce pays. C'est pas sa vie. Sa vie ne vaut rien. Et quand la vie ne vaut rien et que c'est le pays qui prime, on ne peut pas dire que ce sont des étrangers, on ne peut pas dire que ce sont des Européens ou ce sont tout simplement des gens qui ont une deuxième patrie. Ils ont choisi l'Algérie et c'est leur patrie. On a vu, ou on va voir dans ce documentaire, deux personnalités importantes, beaucoup d'autres aussi, je ne les ai pas citées peut-être. Monsieur Kolosi, on va le découvrir dans un quartier du côté de Belouizdad, Aix-Bellecourt. C'est son quartier. C'est son quartier, c'est son fief à lui. Son fief, ouais. Et on le voit aux côtés de jeunes d'aujourd'hui, mais aussi de certaines personnes âgées qui l'ont connu quand il était petit. Et lui, quand il parle à chaque fois de Yves Thand, de la façon dont il a été guillotiné avec des compagnons algériens, et quand il parle des youyou, il parle de ces moments très forts, il pleure et aujourd'hui il revendique son algérianité. Il n'a jamais quitté l'Algérie. Et c'est quelqu'un qui n'a pas la nationalité algérienne, je pense, et il n'a jamais voulu de cette nationalité française peut-être. On lui a imposé. Alors que Anis Tener aussi, tout le monde ne sait pas que c'est une Algérienne à part entière et qu'elle n'a pas la double nationalité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet aspect-là des choses Vous avez bien fait de le souligner, monsieur Nebech. Parce qu'être algérien, c'est pas un bout de papier. C'est pas une nationalité comme ça qu'on traîne. C'est être algérien, c'est être de cœur. On voit monsieur Morizi là à l'écran. Et je ne sais pas si je peux raconter l'histoire de sa déchéance de la nationalité algérienne. Comment ça a été fait? Oui, peut-être rapidement, oui, parce que vous savez, on a Jean Hasselmeyer qui est au bout du fil. En 1965-66, il a été déchu de sa nationalité à son retour de ses études en Bulgarie. Oui. Et depuis, il se bat tous les jours pour se réapproprier cette nationalité. Oui. À chaque fois, il rencontre des officiels dans les cimetières ou les conférences, il les supplie de l'aider à se réapproprier. Mais malheureusement, on va jusqu'à présent, il a 90 ans. Et aujourd'hui, un travail mémoriel. Il y a une volonté, je pense, je dis qu'il y a une véritable volonté politique d'avancer vers le bien et d'avancer vers le meilleur. Et je ne pense pas que l'Algérie et son peuple vont oublier ou ne pas honorer ces héros de la nation. Jean Hasselmeyer, vous êtes en direct avec nous à partir de Paris, je pense. Vous êtes à Paris, en France, si je ne me trompe pas. Ça nous fait tout d'abord très plaisir de vous avoir au bout du fil. Et ma première question, peut-être, elle est relative à votre état de santé. Comment ça se passe? J'espère que vous vous portez bien en ce moment ou en cette phase de crise sanitaire mondiale. Non, je me porte très bien et je suis très heureux de pouvoir échanger avec mes amis algériens. Ouais, très bien. Eh ben, ça nous fait vraiment plaisir, monsieur Jean Hasselmeyer. Cette aventure, vous l'avez commencé peut-être dans le début des années, enfin en 2010. Le film, je pense, qui est sorti en 2012. Vous avez pu contacter ces personnalités importantes de l'histoire de l'Algérie. Quand on a vu le documentaire, c'est un travail chargé en émotions, chargé de sensibilité, d'amour, d'humanisme. Comment vous, en tant que réalisateur, vous avez vécu cette aventure? Comment vous, qui avez approché ces personnes, comment vous les avez trouvées, tout simplement? Humainement, je parle, monsieur Jean Hasselmeyer. Alors, c'est un long processus, puisque ce film que vous représentez ce soir
n'est pas mon premier. Donc je travaille en Algérie depuis 1998 sur différents projets. D'abord pour le magazine culturel d'Arte Métropolis, où j'ai réalisé un film sur René Wauquiez, un autre sur un plasticien qui est toujours avec nous, qui s'appelle Rachid Korachi, et d'autres encore. Bon. Et au fur et à mesure, j'ai pris conscience de l'importance de ces personnages, et on m'a sensibilisé, des amis algériens m'ont sensibilisé sur leur rôle, et en fait, je travaille sur ce film depuis 2004. Il y a eu un précédent qui est un film qui s'appelle « Ils ont choisi l'Algérie », qui porte sur des personnages un peu moins politisés que ceux-ci. Et un peu moins connus. Oui. Et là, c'est un autre travail. Vous avez choisi, je pense, un restaurateur, un prêtre, je pense, et il y a beaucoup de personnes dans ce documentaire qui doit encore passer sur Canal Algérie, qui est dans le même sens de ce travail-là. Monsieur Jean Hasselmeyer, comment évaluez-vous le degré, si vous voulez, de connaissance, notamment en France, de cette partie-là de l'histoire? Est-ce que, par exemple, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes français, les étudiants en histoire, les jeunes qui sont intéressés par cette histoire, et même les médias peut-être français, est-ce qu'ils savent ce qui s'est passé réellement, et est-ce qu'ils reconnaissent justement ces Algériens d'origine européenne qui ont tout simplement sauver la face de la France, il ne faut pas hésiter de le dire, parce que la France, qui veut être toujours le symbole dans le monde de la liberté, de la fraternité, de l'égalité, cette tâche de colonialisme ou du colonialisme en Algérie a été, si vous voulez, tout simplement effacée par ces personnes-là qui ont démontré que dans la France, il y a des gens, et chez le peuple français, il y a des humanistes, il y a des gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce qui se passait en Algérie. Alors, je pense que, hélas, tout ce travail reste à faire. Il y a quelques premières étapes qui ont été accomplies. Récemment, on a reconnu le caractère meurtrier de la disparition de Maurice Audin, la responsabilité de l'État français dans son élimination. Mais on connaît un petit peu, mais même pas dans le grand public, le travail d'Henri Alec. Effectivement. Mais je crois que ce travail reste à faire. Vous savez, il y a une méconnaissance importante de l'histoire d'Algérie, du rôle de la colonisation, de l'apport à l'économie française des colonies. La France des années 50, des années 70, la France heureuse, la France qui a bénéficié de beaucoup d'avantages matériels, n'a dû sa prospérité qu'aux colonies. Et tout ce travail reste à faire. Et l'apport à la à la lutte de libération du peuple algérien, d'autres que des Algériens d'origine est quasiment inconnu en France. Tout ce travail reste à faire. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre projet qui vous attend pour l'Algérie, Monsieur Jean Hasselmeyer? Alors, c'est un projet qui est en cours. Là, j'ai une demande d'ailleurs de subvention qui a été faite au fonds d'aide du ministère de la Culture algérien, le FDATIC. Oui. C'est un film qui tourne autour d'un couple qui s'appelle Un couple de combat. Ça concerne deux Algériens, je dis bien deux Algériens, qui sont à la fois constantinois, juifs, de langue arabe, et nés en Algérie et dont les familles sont présentes en Algérie depuis longtemps. Il s'agit de Gilbert et William Sportis, militants du Parti communiste algérien. Ce film est en préparation. Je le réalise avec une autre personne qui s'appelle Sandrine Malika Charlemagne, qui est en partie algérienne. Et voilà.
voilà, nous sommes en train de finaliser ce film. Eh bien, ça sera probablement et forcément après cette crise qu'on espère endiguer au plus vite possible. En tout cas, ça nous a vraiment fait plaisir. C'est un honneur pour nous, monsieur Jean Hasselmeyer, de vous avoir au bout du fil. Pour moi, c'est un honneur et un plaisir. Le plaisir est partagé en espérant vous accueillir sur les plateaux de Canal Algérie prochainement pour développer, bien sûr, avec vous votre vision du cinéma et du documentaire, mais pas que, aussi votre histoire d'amitié avec l'Algérie que vous portez aussi dans votre cœur. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour voir, bien sûr, le documentaire. Et puis, on continue bien sûr, notre dialogue ou débat avec notre ami Merzak. Vous connaissez Jean Hasselmeyer? Oui, je le connais très bien parce que je l'avais un petit peu, quand il était venu en Algérie, on l'a orienté vers moi pour faire ce travail aussi, pour défricher le travail. Oui. Et c'est un homme de conviction aussi très engagé aussi avec l'Algérie. Même après, avec l'Algérie indépendante, je ne parle pas que l'Algérie. Voilà. Et je rebondis sur la famille Sportis. C'est une grande famille de Constantine, d'origine juive. Les 3 frères et 3 sœurs étaient engagés totalement avec Et le frère Bernard, qui était instituteur, il a été expulsé pour ses idées indépendantistes vers la France de Vichy. Il a été assassiné il a rejoint la résistance. Vous voyez le parcours de quelqu'un de conviction. Il a rejoint la France, il a rejoint la résistance, il a été assassiné par la Gestapo. Et William n'a jamais quitté l'Algérie, même après le drame de la décennie noire, il est resté en Algérie. Et sa femme, Gilberte Chemlouli, qui est d'origine juive, elle a 103 ans maintenant. Elle a épousé un officier de l'ALN, qui est mort au maquis. Elle a épousé en deuxième noce. Vous voyez le parcours un petit peu. C'est-à-dire, sans tabou, il faut dire qu'aussi en Algérie, il y a eu une communauté juive algérienne. Il ne faut pas avoir peur de le dire aujourd'hui. Et il faut aujourd'hui qu'on sache faire la distinction. Ce sont des Algériens, ils ont l'algérianité dans le sang, ils ont vécu en Algérie, ils ont rejoint le combat. Ils ont rejoint le combat, ils ont défendu l'Algérie jusqu'au bout. Et ce ne sont pas des sionistes, ce sont des Algériens et ils sont pour la liberté et l'égalité et ils sont contre tout ce qui se passe aussi en Palestine. Là, je parle et je ferme le Non, c'est des gens engagés même avec la Palestine jusqu'après. Il y a aussi, je me rappelle aussi de Myriam Ben, une grande dame qui a servi d'agent de liaison avec Maillot et Maurice Laban, le groupe. Voilà. Et elle est morte en Algérie. Elle n'a jamais quitté l'Algérie. Il y a plein d'années. Là, on voit justement, la photo du martyr, Henri Maillot. Il a été assassiné, mitraillé le 5 juin 1956. Même, bien sûr, son ami et son compagnon Maurice Laban, avec d'autres combattants comme Belkacem Hammi, ils ont été assassinés. Belkacem Hannoun. Hannoun. Je dis Hammi. C'est bien que vous me corrigez, c'est pas grave. Merci. Et puis, pourquoi Henri Maillot et on promet à nos téléspectateurs de diffuser le film de Okasha Tuita, Opération Maillot, qui retrace le parcours de ce militant aussi qui a fait Algérie républicain comme par hasard. Il a travaillé comme comptable, je crois, communiste comme il est, qui croit en l'idéal, bien sûr, de l'anticolonialisme et de la liberté des peuples opprimés. Il va détourner un camion rempli de munitions, il va le transférer au bras armé du PCA à l'époque, du côté de l'ONCRIS. Les combattants de la libération. Les combattants de la libération, du côté, on appelait ça le maquis rouge. La Martine. Voilà. Karimi actuellement. Et j'aimerais bien, je ne sais pas si Nabil peut aussi nous montrer la photo de Maurice Laban, si on l'a, très bien, on l'a à la régie. Voilà, ce sont des jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur vous qui avez rendu hommage à Henri Maillot et à Maurice Laban. Laban, c'était quelqu'un qui est né à Biskra. Ses parents étaient instituteurs.
On va éviter un peu de faire du bruit parce que la chaise fait du bruit malheureusement. D'accord. Pour entendre vos propos, c'est important ce que vous dites. Je voulais juste voir l'écran, c'est pour ça que je me suis déplacé. Laban et sa sœur étaient dans la même école où exerçaient leurs parents qui étaient instituteurs. Oui. Donc les seuls Européens dans cette école à Biskra, c'était Maurice et sa sœur. Donc ils ont appris l'arabe comme une langue maternelle. D'accord. Et il a fait des études avec Georges Raffini au lycée de Constantine. Oui. Et puis ils ont rejoint les brigades internationales dans la guerre civile d'Espagne. Et c'est là où il a été blessé. Il a failli être achevé. Oui. Il a été sauvé par Raffini. Contre Franco. Oui, contre Franco. Et au retour d'Espagne, il a milité contre le... Il a publié un journal, clandestin contre le régime de Vichy, qui était à Alger. Il a été condamné à mort avec sa femme pour ça, Reine Raffini. Et là, pour le coup, vous me rappelez Abdelkader Guerrouj voilà, après, et bien sûr Jacqueline. Donc, il rejoint Biskra, il devient instituteur à Chemora, un village chaoui. Et à Chemora, tout le monde parlait que chaoui. Donc, il a appris le chaoui aussi. Il parlait chaoui, arabe et français. Et son combat a commencé bien avant 1954 contre le Bachar Bengana, qui terrorisait la population à l'époque. Il s'est opposé avec Shbah al-Mekki à toute la politique colonialiste et au valet de cette politique qui était incarnée par le Bachar Bengana, d'ailleurs qui réquisitionnait la population locale pendant la cueillette des dattes. Ouais. Ils avaient l'obligation de donner 3 jours de labeur gratuitement au Bachar Bengana. Et juste avant le déclenchement de la révolution, Ben Boulid prend attache avec Maurice Laban, qui était un spécialiste un artificiel, spécialiste des bombes, etc. Comme il était discipliné, il adhérait au Parti communiste, il a demandé l'aval de sa direction. D'accord. Et Ben c'est-à-dire du PCA. PCA. Et Ben Boulid voulait l'avoir comme adjoint chez lui. Donc, le PCA lui a intimé l'ordre de tempérer ses ardeurs en lui disant il y a une mission qui vous attend. C'est celle de Mayo. Voilà. Et malheureusement, il a rejoint Mayo. Ils sont tombés en martyrs. Et Mayo, avant de succomber à ses blessures, bien sûr, il répétait Tahia al-Jazair, vive l'Algérie. Voilà. Son parcours, bien sûr, aux côtés de ces grandes personnalités d'Alger républicain. Je parlais d'Alger républicain en tant que journal qui a participé, parce que c'est incroyable. En 1900, on est en train de célébrer surtout le 58e anniversaire de notre indépendance. Vous êtes bien d'accord. Et puis, le 17 septembre 1962, il y a eu quoi? Il y a eu la reprise de Alger républicain. Et qu'est-ce que dit, bien sûr, Alger républicain, ou quand il réapparaît Alger républicain? Tout simplement, dans l'édito, il coïncide avec le slogan d'Algérie d'aujourd'hui, c'est-à-dire, il dit, pour cette Algérie de nouvelle. Alors, on va fonder une Algérie nouvelle. Alors, au service de l'Algérie nouvelle, c'est ça le titre. Alors, c'est tout simplement balayer les vestiges du colonialisme, consolider l'indépendance, chasser la misère et l'ignorance, c'est incroyable. Ouvrir bien sûr la voie du progrès. Regardez, on est en 1962 et on voit grand déjà. C'est juste pour dire tout simplement que ces personnes-là du Parti communiste, et même s'ils n'ont pas peut-être été dans le même groupe que celui de la LN, mais finalement c'était des gens qui ont tout simplement mis la main dans la main pour être aux côtés du peuple algérien et de libérer l'Algérie. Je voulais parler de Jean Farougia, justement. Jean Farougia, c'est celui qui a mis la deuxième bombe que Yvetot n'a pas pu mettre, justement. Voilà, c'est une histoire... c'est l'enfant de Beblouet. C'est un personnage emblématique de Beblouet. De Beblouet.
il est d'origine maltaise. Il était plombier. Oui. Il était plombier, il avait une boutique à la rue Burdeau. Et c'est à partir de là qu'il a remis les bombes dans sa petite boutique à Jacqueline. Et vous connaissez l'histoire, Jacqueline avait 2 bombes et comme racontez-la, la musette parce que les jeunes nous regardent. Le sac de... Ils se sont rencontrés à la... Comme Yvetan habitait Salambier, ils se sont rencontrés au ravin de la femme sauvage. Yvetan, elle avait un sac de travail, la musette, ce qu'on appelait la musette. Elle ne pouvait pas contenir 2 bombes. Il a pris une seule bombe. Donc, Jacqueline se retrouve avec la 2e bombe. Elle ne savait pas quoi en faire. Elle retourne à la rue Burdeau. Elle lui dit, voilà, il y avait Abdelkader Guerrouj, qui était le chef du commando, et Jean Farouja. Elle lui a dit, elle leur a dit, voilà, je vous remets la 2e bombe. Il y a Farouja qui décide, dit, tiens, il faut la désamorcer. Guerrouj, il faut la... Farouja a eu l'idée, pourquoi ne pas la faire exploser quelque part, quitte à faire du bruit, même s'il n'y a pas de victime. Ça fait toujours une action positive. Et au moment, il prend la bombe avec Lucien Tabonne, qui était un militant aussi, ils prennent la voiture, ils descendent, ils allaient vers les charbonnages terrains qui se trouvaient au port d'Alger. C'était un terrain désaffecté, on va la jeter là-bas, ça explose, c'est toujours. En cours de route, il passe par le commissariat central. Il voit les camions qui cherchaient la voiture de Jacqueline Guerrouj. Parce qu'entre-temps, il a été arrêté. Yvetan. Il a parlé d'une Ponha, alors qu'elle avait une Dina, une voiture Dina. Lui, elle avait une 2 chevaux. Il a parlé, alors, sous la torture, il a désigné une Panhard, alors que ce n'était pas une voiture Panhard. Pour les dévier un petit peu, il a parlé d'une femme blonde alors qu'elle n'était pas blonde. On a toujours pensé à Raymond Péchard, qu'on a accusé à tort. C'est une autre grande dame. Hein, oui, auquel il faut rendre hommage un jour. Il faut rendre hommage, oui, Inch'Allah. C'est la seule européenne morte au maquis. On va essayer de toute façon à travers le cinéma. Oui, allez-y. Rapidement. Bien sûr, continuez. Donc, il voit les camions stationnés des CRS sur la chaussée. Il arrête la circulation, il descend. Il met la bombe sous le siège arrière, là-haut. Les camions étaient vides. Dans l'espoir que lorsqu'il remonte... Mais malheureusement, elle était mal réglée, donc elle a été désamorcée. Voilà. Et Jean Farouja, c'est un homme qui malheureusement est mort dans un accident en 70. Et en France, en plus. En France, il était gardien au musée du Louvre. Voilà, il est mort en incognito et il est parti sans faire de bruit. Ce soir, je vous raconte... Pardon, on a Ali Fatah Ayadi... au bout du fil, parce qu'il est, je pense, à Nice, si je ne me trompe pas. Il est bloqué, comme beaucoup d'Algériens, malheureusement, à cause de cette pandémie. Il nous manque Ali Fatah Ayadi. Bonsoir, monsieur Ali Fatah Ayadi. Bonsoir, Amir. Comment ça va? Vous nous manquez? Est-ce que tout va bien? Toute la famille se porte bien? Écoute, vous me manquez, l'Algérie me manque aussi. Je ne vous ai pas bien entendu, monsieur Fatah Ayadi. Est-ce que vous pouvez... J'ai dit que moi aussi, l'Algérie me manque et vous me manquez aussi. Oui, c'est clair, c'est clair. Fatah Ayadi, je rappelle que vous avez travaillé, vous avez consacré l'ensemble de votre carrière, ou l'essentiel, pardon, de votre carrière, à ces travaux de recherche sur notre histoire. Beaucoup de documents, beaucoup de travail d'archives. Je pense que votre dernier travail a été consacré à Mattei, cet Italien qui a aidé l'Algérie. Lui, il a aidé l'Algérie, mais ce soir, il s'agit de ces Algériens à part entière qui sont d'origine européenne ou étrangère, qui ont participé à lutter auprès des opprimés pour libérer l'Algérie contre la colonisation. Et vous avez pris part dans bien sûr, dans cette quête-là de vérité, à travers un travail remarquable que nous allons diffuser ce soir, bien sûr, pour que les téléspectateurs de Canal sachent ce qui s'est vraiment passé. Comment est venue justement cette envie de
d'aller vers ce terrain-là, Ali Fatah Hayadi, vers la France pour retrouver Roland Dumas, pour retrouver des personnalités étrangères qui ont aidé l'Algérie. Oui, tout à fait, Amir. Mon cher ami, il faut dire que la justesse de la cause algérienne, la légitimité de son combat libérateur, lui ont valu la sympathie et le soutien de beaucoup de femmes et de beaucoup d'hommes anticolonialistes à travers le monde. Beaucoup de ces justes dont je parle dans mon documentaire avaient choisi de se lancer au péril de leur vie dans le combat sous toutes ses formes pour l'indépendance de l'Algérie. En France, la presse colonialiste de l'époque considérait comme traîtres tous ces Français qui soutenaient le peuple algérien. La même presse sous Vichy criait aussi à la trahison lorsque les Français, les officiers français passaient à la résistance. Et j'ai encore à l'esprit ce que m'avait répondu Janson par rapport à cette question. Il m'avait dit, quand je lui ai posé la question, on vous considère comme traître. Il m'a dit, oui, j'assume. Nous avons à trahir une France contre une autre. Trahir cette France coloniale qui s'entêtait sur sa position et sa crispation sur l'Algérie. Nous avions à la trahir. C'est une façon de rester fidèle à l'autre France, la France des valeurs connues. Comme c'est beau, Amir. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. On vous écoute attentivement, en fait. Vous parlez si bien de cela. Vous avez justement dans votre documentaire parlé de... Parce que ce soir, on est en train aussi de rendre hommage à Maurice Laban, à Henri Maillot, à Yves Tan, bien sûr à Maurice Audin, qui a bien sûr été torturé, assassiné et depuis très très longtemps privé de vérité et bien sûr de justice. Je parle de cette justice qui a tout simplement nié ce qui s'est passé en Algérie pour plein d'Algériens. Ça, ce sont les gens qu'on connaît. Qu'est-ce que vous, en tant que réalisateur, est-ce que vous pensez que, puisque vous partez souvent en France et vous rencontrez des historiens, comment les choses ont évolué là-bas? Est-ce que la France, aujourd'hui, notamment dans la classe politico-médiatique, arrive à assumer, à intégrer surtout ces femmes et ces hommes, comme je disais tout à l'heure à Jean Hasselmeyer, qui ont finalement n'ont pas été des traîtres pour la France, mais quelque part, ils ont sauvé l'honneur de la France. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Vous me disiez tout à l'heure comment vous êtes arrivé à leur rendre hommage. En effet, j'ai voulu leur rendre hommage. J'ai côtoyé beaucoup d'entre eux. Et aucun, mais je dis bien aucun, des personnes que j'ai rencontrées et interviewées, que ce soit le Suisse Henri Favreau, que ce soit les Belges, que ce soit les Français, personne ne regrette ce qu'il a fait. Parce que eux aussi savaient qu'ils étaient dans le juste. Ça, c'est très important à le dire. Et puis quand on les rencontre, je les ai rencontrés dans le cadre d'autres travaux. Et je me suis dit, il faut bien que je leur rende hommage un certain jour. Parce que c'est des gens bien, c'est des gens qui ont compris, c'est des gens anticolonialistes. Cela ne veut pas dire le fait qu'ils aient pris parti pour l'Algérie ne veut pas dire qu'ils sont anti-français. Ils sont anti-France coloniale. Effectivement, ça, bien sûr. C'est très, très important. Il faut le dire et le répéter. Et donc, tout cela, mais il n'y a pas que dans ce documentaire que j'ai rendu aussi hommage à d'autres dans le documentaire que vous avez passé sur Canal Algérie dans votre émission cinématique. L'œil témoin, l'apport des Yougoslaves pour la guerre d'indépendance. Ça aussi, c'est important. Vous savez, quand ils ont vu la télévision algérienne arriver en ex-Yougoslavie, on les a trouvés encore en train de bichonner les images filmées par eux, et les films montés par eux, les documentaires montés par eux pendant la guerre de libération. Et ça, c'est extraordinaire, et cela vient, bien sûr, de toute la justesse, donc, comme je disais, de la cause algérienne. Merci beaucoup. Oui.
Je dis merci beaucoup à Ali Fatah Ayadi parce que le temps nous presse et nous arrivons pratiquement à la fin du temps qui nous a été attribué, bien sûr, parce que priorité aux documentaires et aux films, parce que les téléspectateurs, je pense, ils sont impatients de découvrir les documentaires qu'on propose ce soir, notamment le vôtre. Merci beaucoup à Ali Fatah Ayadi et ce n'est que partie remise puisque on compte faire un spécial ou une spéciale Mattei avec vous. J'espère que vous serez là en Algérie d'ici là. J'espère aussi. Sinon, on trouvera d'autres moyens, grâce à la technologie peut-être, pour, encore une fois, enseigner notre histoire et ne pas oublier ces femmes et ces hommes. Merci beaucoup. Ali Fatah Ayadi, dernière ligne droite avec vous, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. En 3 minutes, je vous laisse le dernier mot. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse algérienne? Je voulais juste dire à cette jeunesse que la guerre d'Algérie de 1954, elle fut terrible, cruelle, atroce. Et paradoxalement, elle fut fraternelle et militante. C'est dans ces moments de vérité dure et pure que des Algériens d'origine européenne et des Algériens de souche ont appris à mieux se connaître. Qui plus est dans ces moments de vérité nue. Et moi, je dirais que notre révolution, elle a le mérite d'avoir été portée par des gens de différents horizons sociaux, culturels, confessionnels. C'est ça le mérite. C'est ça. Et au-delà des Européens, je voudrais rendre hommage aussi aux gens qui n'étaient pas Européens. Mahmoud l'Argentin, qui a quitté l'Argentine en 1959. Sud-Amérique, Il est toujours vivant, il a 97 ans. Il n'a jamais quitté l'Algérie. Il y avait quatre Argentins qui sont venus fabriquer des armes à l'époque au Maroc. 3 ont rejoint après l'indépendance l'Argentine et Mahmoud est resté. Son fils est né ici, sa femme est morte ici. Il y a aussi des Allemands de la Légion étrangère, Ali l'Allemagne. Il y a Mustafa Müller qui était autrichien, qui ont déserté la Légion. C'est vrai. Bartolomé Sarda Estève qui est mort dans l'anonymat ici en 2010. Qu'on avait enterré bien sûr avec les honneurs, heureusement, qui n'a jamais voulu quitter l'Algérie. Ses 3 fils ont quitté l'Algérie, juste pendant la décennie noire. Lui, il ne l'a jamais fait. Il y a aussi des Syriens qui ont rejoint. L'Attas, l'ancien ministre syrien qui a rejoint la Révolution, il ne faut pas le nier. Il y a aussi un officier irakien qui a rejoint la Révolution. Voilà, donc, beaucoup de... En tout cas, au-delà des Européens. Au-delà des Européens. Et puis, comment va la sœur de Maurice, d'Henri Maillot, pardon? Bon, elle a 94 ans. Elle se porte bien aujourd'hui. Elle se porte bien. Ça va, mais elle se maintient. Elle se maintient. Mais heureusement, grâce aux voisins qui l'entourent. Et elle est toujours heureuse d'être parmi. On lui emmène chaque jour à manger, à midi, soir. Vous savez, cette semaine est très importante. Elle est charnière. C'est le centenaire, je crois, c'est le centenaire de naissance de Mohamed Dib, le grand écrivain algérien, et il a offert bien sûr sa plume à la Révolution. C'est aussi l'anniversaire de naissance aussi de Frantz Fanon. Je ne me trompe pas. Henri Alec, je pense aussi. Alors j'ai choisi pour finir cette partie-là de l'émission de lire ce qu'a écrit un jour Frantz Fanon en disant nous avons arraché l'homme algérien à l'oppression séculaire et implacable. Nous nous sommes mis debout et nous avançons maintenant. Qui peut aujourd'hui nous réinstaller dans la servitude? C'est comme pour dire personne ne peut nous réinstaller dans la servitude. C'était les écrits ou les propos de Frantz Fanon. Il est né le 20 juillet 1925. Il nous a quittés le 6 décembre 1961. Et on termine cette partie-là. Mesdames et messieurs, vous restez avec moi. Il y a une deuxième partie de 5 minutes pour présenter le doc de Ali Fatah Ayadi. Nabil, merci beaucoup. On lance tout de suite. Restez sur Canal, gardez-le sur Canal. Je vous propose tout de suite le documentaire de Jean Hasselmeyer. Ils ont rejoint le front pour libérer l'Algérie. Très condensé, très sensible, plein d'émotions. Et on se retrouve après 1 heure de temps.
Et on est de retour sur le plateau de votre émission Ciné Thématique en ce vendredi hommage aux Algériens d'origine européenne et étrangère de tous bords qui ont lutté auprès des Algériens pour combattre le colonialisme et libérer l'Algérie. Ils ont vécu en Algérie, qu'ils soient arabes, juifs ou d'autres races. En tout cas, ce sont des Algériens et on les aime et beaucoup d'entre eux sont tombés en martyrs. Ce soir, nous rendons hommage à Maurice Audin, Henri Maillot, à Fernand Yveton, à Maurice Laban, à Jean Farougia, à Georges Akompora, à Jacqueline Guérouj et Abdelkader, bien sûr, Georges Raffini, le docteur Counillon, André Martinez, Roland Siméon et bien d'autres. Et on parlait bien sûr de tous ces noms qu'on n'a pas pu, Raymond Péchard et plein d'autres qui ont offert encore une fois leur vie pour que aujourd'hui on soit en liberté ici en Algérie. Avec moi bien sûr Merzak et depuis toute la soirée on est en train de rendre hommage, de parler d'histoires, d'anecdotes parfois et de ces hommes et de ces femmes qui restent encore en Algérie. Malheureusement l'âge, ils sont très âgés, elles sont très âgées, mais elles restent heureuses en Algérie. On entendait tout à l'heure, bien sûr, dans le documentaire, Anis Tener, qui, malgré le terrorisme, malgré les bombes qui éclataient à Alger durant la décennie noire, le terrorisme, elle n'a jamais quitté. Elle aurait pu le faire aisément, mais elle n'a jamais quitté. Elle a dit « je suis bien auprès des miens ». Et voilà. Il y a une lettre que je voudrais lire, qui illustre on ne peut mieux l'engagement de ces gens-là. C'est une lettre que Maillot a écrite à la presse parisienne pour justifier sa désertion. Il commençait sa lettre comme ça. L'écrivain français Jules Roy, colonel d'aviation, écrivait il y a quelques mois « Si j'étais musulman, je serais du côté des Félagas ». Donc il conditionnait son engagement par le fait d'être musulman. Sinon, lui, il répond je ne suis pas musulman, mais je suis algérien d'origine européenne. Je considère l'Algérie comme ma patrie. Je considère que je dois avoir à son égard les mêmes devoirs que tous ses fils. Oui. Au moment où le peuple algérien s'est levé pour libérer son sol national du joug colonialiste, ma place est aux côtés de ceux qui ont engagé le combat libérateur. La presse colonialiste crie à la trahison. Alors qu'elle publie et fait sien les appels séparatistes de Boyer-Bons, elle crie aussi à la trahison lorsque, sous Vichy, les officiers français passaient à la résistance, tandis qu'elle servait Hitler et le fascisme. Oui. En vérité, les traîtres à la France, ce sont ceux qui, pour servir leurs intérêts égoïstes, dénaturent aux yeux des Algériens le vrai visage de la France et de son peuple aux traditions généreuses, révolutionnaires et anticolonialistes. De plus, tous les hommes de progrès de France et du monde reconnaissent la légitimité et la justesse de nos revendications nationales. Le peuple algérien, longtemps bafoué, humilié, a pris résolument sa place dans le grand mouvement historique de libération des peuples coloniaux qui embrasent l'Afrique et l'Asie. Oui. Sa victoire est certaine. Il ne s'agit pas, comme voudraient le faire croire les gros colons de ce pays, d'un combat racial, mais d'une lutte d'opprimés sans distinction d'origine contre leurs oppresseurs et leurs valets sans distinction de race. Il ne s'agit pas d'un mouvement dirigé contre la France et les Français, ni contre les travailleurs européens d'origine européenne ou israélite. Ceux-ci ont leur place dans ce pays. Nous ne les confondons pas avec les oppresseurs de notre peuple. En accomplissant mon geste, en livrant aux combattants algériens des armes dont ils en ont besoin pour le combat libérateur, des armes qui serviront exclusivement contre les forces militaires et policières et les collaborateurs, j'ai conscience d'avoir servi
les intérêts de mon pays et de mon peuple, y compris ceux des travailleurs européens momentanément trompés. Fin de citation. Merci beaucoup. Et je voudrais rajouter une seule chose rapidement. Rapidement, oui. Malheureusement, on oublie Mayo, et pour cause, et d'autres, pour la simple raison qu'il n'y a pas un nom, un établissement qui porte leur nom. Je crois que la meilleure façon de leur rendre hommage, c'est de voir leur nom sur le fronton d'un lycée, d'une université, d'un boulevard. Ça, Mayo, jusqu'à présent, il n'y a pas une rue qui porte son nom, même dans son quartier natal. Ouais. Et les gens se trompent. L'hôpital Mayo, c'est un homonyme. Oui. C'est un médecin français. C'est un médecin. Raffini, c'est la même chose. Rollo Siméon, Cugnot et d'autres et d'autres. Et voilà. Donc c'est un appel. C'est un appel aux autorités. Il faut justement rendre hommage à ces personnes et les honorer pour que justement la jeunesse algérienne ne les oublie pas. Et nous ne les oublions pas. Et paradoxalement, Maurice Audin est le plus connu de tous pour la simple et bonne raison parce qu'il a une place qui porte son nom. Parce qu'à l'époque, le professeur... la mémoire... c'est un professeur qui a demandé à Ben Bled de le faire. Aujourd'hui, il n'y a pas un Algérien qui ne connaît pas la place Audin. Et à partir de là, on se pose la question qui est Audin. Et c'est là où on est renvoyé vers l'histoire. Merci beaucoup en tout cas. Monsieur Merzek Chertouk, d'avoir partagé avec moi ce plateau ce vendredi. Toute l'équipe vous remercie, en tout cas moi également, et on vous souhaite tout le bonheur du monde. Avant de finir, on vous laisse avec un documentaire de Ali Fatah Hayadi, justement, qui est un hommage à ceux qui ont pris cause pour notre révolution, comme bien sûr le réseau Johnson, par rapport à Francis Johnson qui ont aidé l'Algérie, faveur de célèbres journalistes suisses, et puis Roland Dumas et plein d'autres. Qui étaient avocats à l'époque. Bien sûr, oui, des avocats comme Maître Vergès. On va découvrir ça dans le documentaire. Et on n'oublie pas rapidement on va pas tarder. L'Église catholique qui a pris fait et cause pour la Révolution. Bien sûr. Les médecins. Beaucoup. Cholet, Pierre Roche, Martini, Masbeuf. Les gens du cinéma, les Clément. Il y a toute une liste. Je voudrais aussi raconter. Mais rapidement, on ne peut pas parce que il y a aussi des gens qui n'étaient pas du Parti communiste ni de gauche. Il y a un célèbre colon de droite royaliste, d'extrême droite, qui était maire de Teller en 1959. Il a été assassiné par l'OAS à sa sortie de prison. Il s'appelle Henri Cuévreux de Cuévran. Et ça, il y a une rue, heureusement, qui porte son nom à Teller. Voilà. Merci beaucoup. Et finir, parce qu'on n'a pas pu avoir M. Herbert, je ne sais pas, à cause d'un problème technique au niveau de la ligne. Herbert nous a écrit en disant « Écris sur les temps de douleur et sur les autres. Écris les noms des copains et raconte leurs gestes. J'écris en mettant une voix dans celle de tous les copains. Alors, je choisis ce qui me paraît bien et bien à dire. » Voilà, je vous dis simplement, prenez soin de vous, n'oubliez pas les gestes barrières. Nous présentons nos condoléances aux familles des personnes qui ont vu un être cher partir à cause de cette pandémie, à cause du coronavirus. Et puis pour tous nos malades, on souhaite un rapide rétablissement. Et puis on est solidaire avec notre corps médical qui se bat jour et nuit pour endiguer cette pandémie. Soyons solidaires avec eux. Merci Nabil Tribèche, merci toute l'équipe du Studio 1 qui nous a soutenus ce vendredi. Au revoir, merci.